Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Sacco et Vanzetti, ou l'histoire d'un procès politique et raciste contre deux immigrés italiens, deux anarchistes condamnés à mort aux États-Unis pour des meurtres qu'ils n'avaient sans doute pas commis. Sans doute pas. La formule est lourde dès lors qu'il s'agit de justice, car l'un des grands principes de l'état de droit démocratique veut que le doute bénéficie à l'accusé. Mais dans les années 20, l'Amérique prend racine dans le terreau de toutes les injustices. Elle a peur. Peur des étrangers, notamment des Italiens qui immigrent en masse dans le pays. Peur des classes populaires qu'on imagine affreuses, sales et méchantes. Peur des ouvriers potentiels, syndicalistes et grévistes. Et surtout, peur des rouges, socialistes, communistes, anarchistes, le péril rouge. Or, Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti, mis en cause dans une affaire de hold-up ratée en 1921, sont tous là à la fois. Tout ce qui inquiète l'Amérique bien pensante. Ils sont pauvres, ouvriers, anarchistes, funeste déterminisme, leur sort était scellé. Mais la gauche dans le monde entier va s'engager en leur faveur. Eux, les immigrés italiens, victimes du racisme et du capitalisme. Sacco et Vanzetti vont vite devenir un symbole, au-delà de la question de leur culpabilité. Ils sont la figure de l'oppressé face à l'oppresseur, le bien contre le mal, ils deviennent le bien qu'on assassine. Retour sur une affaire judiciaire qui raconte l'Amérique telle qu'elle ne veut pas se voir et telle qu'elle est encore en partie aujourd'hui. Notre invité, Ronald Krieg, sociologue, professeur de civilisation américaine à Montpellier et historien du mouvement libertaire. Son dernier ouvrage, Les États-Unis d'Élysée reclus, a été publié en 2019 par l'Atelier de création libertaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Les Roaring Twenties, les années qui rugissent, ce sont les années folles à l'américaine. Une décennie de légendes qui voit fleurir le jazz, le cinéma hollywoodien, les gratte-ciel, la publicité, les voitures ou encore la radio. Sur fond de croissance économique, en résumé, tout ce qui est du ressort du plaisir et de la prospérité, histoire d'oublier les drames de la Première Guerre mondiale. Mais tandis que la consommation de masse devient la norme pour la frange la plus aisée de la population, une partie des Américains reste exclue de ces folles années. Les Noirs, les immigrés, les fermiers pauvres, les ouvriers, les mal-nés en résumé. Car si les années 20 sont celles de la productivité, du travail à la chaîne et de la mécanisation, le fameux taylorisme, elles laissent à l'écart ceux qui fondent pourtant le dynamisme de l'industrie américaine, les workers, les ouvriers. Après la Première Guerre mondiale, portée par la montée des syndicats, plus de 4 millions d'ouvriers américains font grève pour demander augmentation de salaire et réduction du temps de travail. Des mouvements sociaux sans précédent, notamment à Boston et à Seattle, que les pouvoirs publics regardent avec inquiétude. Car aux États-Unis, chantre du libéralisme économique, déjà, la grève est perçue comme une subversion et sans doute un premier pas vers une révolution de type bolchevique. Grévistes, syndicalistes, communistes, anarchistes, terroristes, pour l'Amérique conservatrice, c'est du pareil au même. Mais c'est un attentat commis le 2 juin 1919 à Washington par un militant anarchiste qui va achever de terroriser la bonne société américaine. En France, le Gaulois, un journal monarchiste qui fusionnera bientôt avec le Figaro, titre dans son édition de 5 heures du matin « Attentat anarchiste, une série rouge ». Un attentat a été commis contre l'attorney général, ministre de la Justice, Alexander Mitchell Palmer. Celui-ci, ainsi que sa femme et sa jeune fille, n'ont été sauvés que par l'explosion prématurée d'une bombe qui a éclaté sur le seuil de leur maison, déchiquetant littéralement l'anarchiste qui la portait. La police n'a jusqu'ici d'autres indices pour guider ses recherches que quelques éclats de bombes, des fragments de littérature anarchiste et la jambe gauche du criminel encore revêtue du pantalon. La police américaine rattache cet attentat à l'affaire des colis d'explosifs récemment envoyés par la Poste à des hommes politiques et des fonctionnaires, comme la bombe que reçut Palmer. Cet attentat sans victime, le plus médiatisé d'une série de colis piégés, nourrit la haine du procureur Palmer.
C'est le temps de la Red Scare, la peur des rouges, qui se traduit notamment par une campagne policière violente, menée contre tous ceux que les autorités considèrent comme une menace, communistes, anarchistes, socialistes, sociodémocrates, sans distinction idéologique, et surtout, les immigrés, italiens et européens de l'Est. Près de 3000 personnes sont arrêtées et des centaines d'étrangers renvoyés hors des États-Unis, dans un amalgame politique et raciste, à l'image des États-Unis d'alors. Car pour beaucoup d'Américains de 1920, le rouge et l'étranger ne sont qu'une seule et même personne. La peur du communisme se double de xénophobie. Les Italiens, en particulier plus de 4 millions de personnes en 1920, sont perçus comme inassimilables. Potentiellement anarchistes, gangsters, sales, catholiques, ils ne correspondent en rien à l'image du WASP, le White Anglo-Saxon Protestant, dont le Ku Klux Klan, alors en pleine expansion, défend la suprématie. Les immigrés italiens discriminés que l'on insulte parfois de nègres blancs. Enfin, un blanc moins blanc que les WASP, criminels en puissance, un peu comme les Roms aujourd'hui. Parmi ces immigrés seconde génération venus vivre un rêve américain chaque jour déçu, Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti. Sacco est né en 1891 dans une famille nombreuse et modeste des Pouilles, en Italie du Sud, dans la plaine désolante de Foggia. Immigré aux États-Unis en 1908 à 17 ans, il est successivement porteur d'eau et ouvrier dans une fonderie, avant de trouver un poste dans une usine de chaussures où il rencontre sa femme et la mère de ses 2 enfants. Travailleur modèle, apprécié de son employeur, il trime 6 jours par semaine, 10 heures par jour, et suit à ses frais des cours du soir qui lui permettent de devenir ouvrier qualifié. En tant que militant anarchiste, il distribue tracts et journaux durant les piquets de grève auxquels il participe avec les Galeanistes, des anarchistes italiens sympathisants de Luigi Galeani, un avocat favorable à l'action directe et violente. C'est parmi eux que Nicolas Sacco rencontre Bartolomeo Vanzetti. De 3 ans son aîné, il est arrivé aux États-Unis en même temps que lui. En 1966, le journaliste Max Favalelli remonte sur les traces de Vanzetti dans son Piémont natal. Une famille terrienne possédant quelques hectares pierreux et que cultivait le père Battista, lequel tenait aussi un café, le café Roma, où se réunissent à la veillée quelques vieux compagnons qui ont connu jadis le jeune Bartolomeo. C'est le plus âgé d'entre eux, 93 ans, qui le fit venir aux États-Unis. Il arriva en 1908. Je lui avais écrit car j'avais un cuisinier napolitain qui ne me donnait pas satisfaction. Et j'ai pensé qu'il pourrait le remplacer. Quand il est arrivé, il avait une barbe d'ermite et une faim de loup. Il n'y avait pas plus brave ni plus gentil que cet homme. Au consulat italien, où il fait renouveler son passeport dans l'intention de rentrer au pays, l'autre, Vanzetti, est dans les rues de Plymouth, où il vend son poisson. Une journée a priori banale, si ce n'avait été ce hold-up dans les rues de South Braintree, à une vingtaine de kilomètres de Boston. Sacco et Vanzetti ne le savent pas, mais bientôt le monde entier entendra parler d'eux. Il est 15h15 en cet après-midi d'avril 1920. Frédéric Parmenter et Alessandro Berardelli, un paymaster, comme on dit en anglais, le responsable de la paix, et son garde du corps, sont abattus lors du braquage de leur camion qui transportait les salaires des 500 ouvriers d'une usine de chaussures, soit 16 000 $. Les balles sifflent, une course-poursuite est engagée, mais la voiture des braqueurs parvient à échapper à la police. Les témoins sont nombreux et sous le choc. Il y avait deux voitures. Elle était verte. Non, elle était noire. Les agresseurs portaient une casquette. Non, un chapeau. Et une moustache peut-être. Une chose est sûre, pense la police, les coupables sont italiens. Extrait d'une fiction radiophonique diffusée sur France Inter en 1964. Des Italiens, capitaine. Qu'en savez-vous, lieutenant? 3 témoignages concordent. Quand la voiture a démarré, l'homme qui était resté le dernier sur le trottoir a sauté à côté du chauffeur en criant « Avanti ». Ouais. 2 témoins l'ont entendu. Et quand ils se sont fait ouvrir ce passage à niveau à South Braintree, le garde-barrière a reconnu leur accent. Il y en a un qui a parlé à son camarade également en italien.
Des Italiens, encore. Voilà 30 ans que je suis dans la police. Et voilà 30 ans que je me bats contre les Italiens. D'abord, c'était la main noire, et puis ce fut la Camorra, et enfin la mafia. Masseria, Valenti, Jim Colissimo, Pisano, Luciana. Ça vous dit quelque chose, lieutenant? Sûr, capitaine. Ouais, tous des Italiens. Actuellement, 80% des gangsters aux États-Unis sont italiens. Et maintenant, ils sont anarchistes en plus. De la crapule, ces anarchistes. New York aurait même été tué par la police new-yorkaise. Un assassinat politique, maquillé en suicide, que Sacco et Vanzetti entendaient dénoncer publiquement la semaine suivante. Bref, les deux hommes le savent. Aux États-Unis en 1920, il n'est pas bon d'être anarchiste. Et italien de surcroît. Le 16 août 1920, Vanzetti est condamné à 12 ans de prison pour avoir tenté de braquer l'usine de Bridgewater, malgré les déclarations de 16 témoins qui affirment lui avoir acheté du poisson le jour du hold-up. Comme le prévenu, les témoins de la défense sont tous des immigrés italiens de Plymouth. Beaucoup manient mal l'anglais et certains témoignent même par le biais d'un traducteur qui ne maîtrise pas leur dialecte. Une parole qui pour le juge Webster Thayer ne vaut rien. D'autant que le raccourci est facile, beaucoup d'anarchistes sont italiens, les témoins italiens sont donc anarchistes. Sacco, lui, est innocenté, car il a pointé à l'usine le jour du premier braquage, vive la machine. Mais le 11 septembre de la même année, les deux hommes sont accusés du double homicide de South Braintree pour la mort des deux convoyeurs de fonds tués lors du braquage. Et cette fois, Sacco et Vanzetti risquent la peine capitale. Alors que se prépare le procès, des militants du mouvement syndical des Industrial Workers of the World montent un comité de défense soutenu par quelques représentants de la bourgeoisie libérale de Boston. Parmi eux, la militante féministe Elizabeth Glendower, qui fera connaître la cause de Sacco et Vanzetti hors des cercles libertaires. Grâce à ses soutiens financiers, les 200 noms dans la foule des 100 noms, ainsi que se qualifie Vanzetti, s'offrent les services d'un avocat de renom, Fred Moore, un Californien, vedette des luttes syndicales, lui-même socialiste, et dont les manières vont brusquer, scandaliser le juge très conservateur Webster Thayer. Et comme l'explique l'avocat Charles Lederman en 1977, lors d'un débat télévisé sur Antenne 2, le juge porte un regard très partial sur l'affaire. C'est un fait patent. Et c'est justement l'un des motifs pour lesquels cette affaire n'aurait pas dû être jugée comme elle l'a été, que le juge Webster Thayer, à 3 reprises au moins, ou bien à des amis, ou bien dans un club, ou bien publiquement, a émis contre les accusés des propos qui devaient l'empêcher de juger. Quand il a parlé de ces maudits anarchistes, quand une seconde fois, il a déclaré « cette fois-là je les tiens, ils ne s'en sortiront pas ». Et quand la 3e fois il a dit, parlant de Vanzetti, « peut-être n'est-il pas responsable du crime qu'il a commis, du crime qui lui est attribué, mais en tout cas il est responsable et doit être condamné parce qu'il est contre nos institutions ». Le procès de Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti s'ouvre le 31 mai 1921 au palais de justice de Dedham, près de Boston. La salle d'audience est placée sous surveillance policière car on craint un attentat. Et c'est dans un climat sérieusement tendu que vont se succéder à la barre experts et témoins. Immédiatement, l'avocat de Sacco et Vanzetti, Fred Moore, sent que l'affaire peut avoir un retentissement international. D'où sa stratégie, faire de ses clients l'incarnation de l'oppression capitaliste. Tandis que la défense a-t-elle à démontrer que l'accusation est fondée sur des préjugés racistes et idéologiques, le procureur Frédéric Katzmann se fonde, lui, sur des preuves balistiques, à une époque où l'expertise dans ce domaine est encore très incertaine. Les balles retrouvées sur les lieux du hold-up, affirme-t-il, sont identiques à celles que les prévenus portaient sur eux lors de l'interpellation. Pire, des témoins affirment avoir reconnu Sacco et Vanzetti dans le voisinage de l'usine le jour du braquage. Pourtant, les deux accusés ont des alibis solides. Sacco était au consulat italien de Boston pour renouveler son passeport, ce dont atteste le guichetier. Tandis que Vanzetti, lui, vendait du poisson à Plymouth, comme à son habitude. L'un de ses amis, Bertrand Brini, témoigne au procès. 50 ans plus tard, il raconte.
J'ai rencontré Vanzetti le matin du hold-up et nous avons vendu du poisson ensemble, jusque vers 13 heures, à une 60aine de clients. C'était quel jour? C'était le jour de la tentative de vol. On l'a accusé de ce crime et il a été déclaré coupable au cours du procès. J'ai témoigné à ce procès. J'étais son témoin pour la défense. Au moment du hold-up, je vendais du poisson avec Vanzetti et il n'est pas plus coupable que moi. Si lui, il est coupable, eh bien, je le suis aussi. Mais Beltrando n'a que 13 ans à l'époque. Et comme les 12 autres témoins qui assurent avoir vu Vanzetti à Plymouth le jour du braquage, il est sans cesse interrompu par le juge Tailleur. Quant aux témoins de la défense qui comparaissent lors du procès, ils sont pour la plupart italiens ou anarchistes, et donc forcément menteurs en puissance ou imbéciles, semblent estimer le juge et le procureur. Tout comme Sacco et Vanzetti, leur parole est sans cesse remise en cause ou tournée en dérision. Dans ses instructions au jury, avant qu'ils ne rendent leur verdict, le juge fait vibrer la corde patriotique pour souligner en creux que Sacco et Vanzetti, deux immigrés, n'ont pas participé à l'effort de guerre. Et il dit « Pensez à l'un de nos jeunes soldats donnant sa vie sur les champs de bataille de France. Je vous demande de nous rendre service ici, dans le même esprit patriotique que celui dont nos jeunes ont fait preuve outre-mer. » Au lendemain de la condamnation à mort de Sacco et Vanzetti, à l'été 1921, l'affaire change d'ampleur. Meetings et manifestations s'organisent dans tous les États-Unis, réunissant des dizaines de milliers de personnes, et notamment nombre d'Italo-Américains. Car pour la communauté italienne, ce procès est la preuve du racisme institutionnalisé qui sévit aux États-Unis. Être italien dans ce pays, c'est être considéré d'office comme un potentiel criminel. À la même époque, le Ku Klux Klan réapparaît dans le pays et attire bientôt près de 3 millions de membres. Anti-catholiques, anti-immigrés, anti-noirs, antisémites, les Klansmen propagent un racisme implanté au cœur même des instances de l'État américain. Car depuis 1921 et jusqu'en 1924, les États-Unis établissent des quotas migratoires, méthode qui participe à stigmatiser certaines populations, dont les Italiens. Rapidement, des manifestations de soutien s'organisent dans Pour les sortir de leur geôle, il faudra des protestations véhémentes dont la portée soit telle que les assassins, qui condamnèrent sans vouloir entendre les témoins, aient conscience de leur indignité et fassent rendre justice, la vraie, à ceux que par vénalité ils condamnèrent à mort. En tuant des anarchistes, le bourgeois défend ses privilèges et il englobe ainsi dans sa haine tous les exploités d'un système social dont il est le profiteur. La lutte des riches contre les pauvres devient ainsi, de par leur volonté, une réalité terriblement douloureuse. Une occasion s'offre à nous de sauver deux des nôtres. Il faut agir de façon à ce que notre solidarité soit effective. A été interrogé. Il n'a pas dit, contrairement à ce qui est affirmé, qu'il savait que la balle avait été tirée par le revolver de Sacco. Il a dit c'est compatible avec. Et vous savez que quand on l'a interrogé par la suite, parce que le même proctor a ensuite déposé une motion en disant si on m'avait posé la question est-ce que la balle a été tirée par le revolver de Sacco, j'aurais répondu non. Et ce qui est plus grave, puisque vous parlez, vous, monsieur, d'un procès qui s'est fait correctement, c'est que Proctor a dit en même temps, et ça c'est un fait historique, qu'avant le procès, Katzmann, le procureur, avait eu un entretien avec lui, Proctor, et que comme Proctor lui avait dit, je pense que la balle n'a pas été tirée par le revolver de Sacco, Katzmann et lui se sont mis d'accord pour que la question ne soit pas posée d'une façon précise. C'est un fait historique que j'avance là. Mais rien ne semble pouvoir convaincre le juge Webster Tailleur, connu pour ses idées réactionnaires, de rouvrir le dossier. Ni les nouvelles expertises balistiques, ni même les aveux d'un gangster connu des services de police, Celestino Maderos. En novembre 1925, condamné dans une autre affaire, l'homme reconnaît être l'auteur du braquage de Braintree. Et les faits collent à sa déposition. Une requête a été déposée, mais rejetée, une fois de plus. Entre 1921 et 1927, tous les appels sollicités par Sacco et Vanzetti sont refusés par le juge Tailleur.
Alors il n'y a plus qu'un seul espoir, la grâce. C'est Alvan Fuller, le gouverneur du Massachusetts, qui pourrait l'accorder aux deux hommes, cette grâce. Submergé par des lettres, télégrammes et pétitions du monde entier qui réclament d'une même voix que Sacco et Vanzetti soient graciés, Alvan Fuller va mandater un comité d'enquête chargé de répondre aux questions suivantes. Le procès de 1921 a-t-il été équitable? S'il ne l'a pas été, Sacco et Vanzetti ont-ils le droit à un nouveau procès? Mais après plusieurs semaines de délibération, le 3 août 1927, le recours en grâce est refusé. Le gouverneur estime que l'appartenance ethnique et idéologique des accusés n'a pas influencé le juge Taylor. L'exécution est fixée au 10 août 1927. Dans le monde entier, l'opinion publique laisse éclater sa colère. À Johannesburg, Berlin, Tokyo, Sydney, un vent de contestation se lève contre l'arbitraire de la condamnation de Sacco et Vanzetti. En France, le 7 août 1927, à l'appel du Parti communiste et de la CGT, un cortège rassemble des centaines de milliers de personnes à Paris, sur le cours de Vincennes. Parmi les manifestants, des anarchistes et des communistes qui marchent main dans la main malgré leurs différends, mais aussi tous ceux qui entendent défendre la justice tout simplement. Le journaliste et écrivain Louis-Martin Chauffier se souvient. Et là, j'ai eu le sentiment exaltant, je dois dire, de voir tout un peuple parisien bouleversé par cette affaire. Et alors, il y a eu la grande manifestation à laquelle j'ai assisté, qui venait de la Bastille, je crois, et qui a fini devant chez moi, au cours de Vincennes, où il y avait vraiment tout un peuple, enfin, je ne sais pas, 200 000 personnes, j'imagine, qui manifestaient pas sans bruit, naturellement, parce qu'il y avait des pancartes, etc., mais dans quand même une espèce de recueillement qui représentait une grande force spontanée et entièrement désintéressée. Ils étaient à la fois profondément touchés et touchés, comme les Français peuvent l'être, par l'injustice. À la tête du comité de défense de Sacco et Vanzetti en France, Louis Lecoing organise un immense meeting au Cirque d'hiver, à Paris, devant 30 000 personnes. Des figures politiques et intellectuelles, journalistes, députés, avocats, scientifiques, comme le futur Premier ministre Édouard Balladur ou la physicienne Marie Curie, réclament la grâce des deux hommes. Le 8 août 1927, un appel à la grève générale de 24 heures est lancé, suivi par des dizaines et des dizaines de milliers d'ouvriers dans le monde, au Paraguay, au Québec, à Chicago, à New York. Mais cette mobilisation d'opinion publique internationale ne suffit pas. Le 23 août 1927, Paris apprend la mort de Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti dans une édition spéciale du journal L'Humanité qui titre « Électrocuté, le prolétariat les vengera ». Au terme d'une bataille juridique de 6 ans, 5 pourvois rejetés et un refus de révision de la Cour suprême de l'État du Massachusetts, après plusieurs reports, et malgré la mobilisation de centaines de milliers de personnes dans le monde, Sacco et Vanzetti sont donc exécutés dans la nuit du 22 au 23 août 1927, à la prison de Charleston, dans la banlieue de Boston. Voilà un extrait de la lettre que Bartolomeo Vanzetti envoie avant de mourir au juge Taylor, responsable de sa condamnation et de celle de Nicolas Sacco. Si cette chose n'était pas arrivée, j'aurais passé toute ma vie à parler au coin des rues à des hommes méprisants. J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais, dans toute notre vie, nous n'aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. Nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien. Mais qu'on nous prenne nos vies. Vie d'un bon cordonnier et d'un pauvre vendeur de poissons, c'est cela qui est tout. Ce dernier moment est le nôtre. Cette agonie est notre triomphe. Décolonisation, etc., etc. Naturellement, chaque individu comprend ça de manière très différente, adopte des formes très différentes. Un grand nombre d'anarchistes aujourd'hui, à la différence peut-être du groupe dans lequel étaient Sacco et Vanzetti, considèrent que les moyens ne sont pas indifférents à la fin et que par conséquent on doit utiliser des moyens qui conforment la fin, qui sont convenables à la fin. Donc, en fait, il y a eu quand même
trois sortes d'anarchisme aux États-Unis. Il y a d'abord eu, à l'époque de la colonisation, il y a eu un anarchisme qui était religieux et qui considérait que pratiquement la Constitution américaine était contre la loi de Dieu. Il s'appuie sur l'épître romain de Saint Paul, qui parle justement des gens qui obéissent à la loi au lieu de compter sur Dieu, c'est-à-dire l'inspiration de Dieu qui est dans leur corps, dans leur cœur. D'accord. Donc, il va être exilé, ça c'est en 1617 qu'il y a une telle controverse, ils sont obligés de partir à Rhode Island. Ensuite, il y a une deuxième formule qui est totalement différente, qui s'inscrit alors dans le courant pour la suppression de l'esclavage et le mouvement abolitionniste, et qui va donner donc à un certain nombre d'individus l'occasion d'aller dans les églises pour accuser l'Église de soutenir les esclaves, et certains d'entre eux vont aller jusqu'à se déclarer indépendants du gouvernement américain. Dans cette formation-là va se naître une troisième forme du mouvement, l'anarchisme individualiste, qui va avoir aussi une grosse influence pendant une cinquantaine d'années, et qui sera aussi, contrairement à ce qu'on pense, non pas du tout un individualisme égoïste, mais au contraire, qui se sentira solidaire, par exemple, des mouvements ouvriers qui font la grève. Sacco et Vanzetti appartiennent à cette catégorie ? Non. Il y a une quatrième catégorie qui arrive, décidément. Et c'est celle dans laquelle ils vont se trouver, et qui est en fait aussi très diverse. C'est celle de tous les immigrants qui arrivent à la fin de l'année, à la fin du siècle, aux États-Unis. Il y a les Juifs qui vont former des groupes immigrants particulièrement ouverts au mouvement ouvrier et à l'anarcho-syndicalisme, notamment à New York. Et il y a les Italiens, bien sûr, mais il y a aussi eu les Allemands, il y a les Russes, qui soutiennent d'ailleurs les Russes persécutés en Russie. Il y a ainsi un nombre très important de groupes, y compris même du côté des Indiens de l'Inde, qui vont se manifester ainsi de diverses manières. Évidemment, c'est trop long à expliquer. Oui. Sacco et Vanzetti, eux, appartiennent à un groupe qui préconise contre les autres l'action directe violente. Il faut dire qu'on est au lendemain de la révolution russe et que par conséquent l'idée de révolution semble... le vent en poupe, oui. Ben oui. Voilà, exactement. Donc l'idée est qu'il faut donner l'exemple pour être suivi par tout le monde. Alors, j'imagine que vous êtes de ceux qui pensent, et c'est très majoritaire, que Sacco et Vanzetti ont bel et bien été condamnés parce qu'ils sont italiens et parce qu'ils sont anarchistes. En plus, ils l'ont essayé, parce qu'ils ont compris que c'était dangereux, de camoufler ça lors de leur première audition. Mais on peut le dire et l'affirmer d'un point de vue historique, une erreur judiciaire, une faute judiciaire contre des gens qui sont italiens et anarchistes. Alors, il y a deux choses tout à fait différentes. Il y a eu d'abord, dans un premier temps, effectivement, un grand débat pour savoir si le procès était juste, et ça, il a absolument, sans aucun problème, été montré que les deux procès étaient totalement injustes. Par exemple, dans le premier procès de de Vanzetti, l'interprète était quelqu'un qui était chauffeur de taxi du gouverneur de Massachusetts, et le second, enfin celui qui faisait l'avocat de la défense, allait bientôt travailler pour le juge Thayer. Donc on voit déjà comment les complicités se sont installées et qu'on a essayé déjà d'amener Vanzetti comme coupable devant le tribunal. Il y a ensuite eu des examens balistiques beaucoup plus tard, qui ont été faits, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'ai un ami, Bob Datilio, qui avait organisé ça. On en a sorti des arguments qui étaient faux, en ce sens qu'il semblerait que que le revolver de Sacco a vraiment tiré. Or, là aussi, il y a beaucoup de doutes, parce que d'abord, pour commencer, les revolvers qu'il y avait n'ont pas été déposés à la justice. Ils sont restés, en fait, de manière très longue chez l'avocat d'accusation, qui aurait pu aussi bien changer les choses, changer les revolvers, etc.
Il y a d'ailleurs une autre raison qui personnellement me laisse aussi dans le doute, c'est le fait que Sacco et Vanzetti ont été attrapés alors qu'ils étaient en train de ramasser toutes les pièces compromettantes de tous les copains en art qui avaient soit des tracts, soit des armes, soit des revolvers. Et que par conséquent, ce n'est pas certain du tout que le revolver de Sacco était son revolver. Mais il a gardé le silence. Donc moi je dirais personnellement qu'il y a un certain doute qui peut rester sur Sacco, mais absolument pas pour Vanzetti. Et d'autre part, d'abord Vanzetti, le jour du premier crime, n'est-ce pas, il vendait du poisson et c'était la veille du jour de Noël. Et vous savez que le jour de Noël, les Italiens, avec le vendredi saint et tout ça, mangeaient du poisson. Oui. Donc ce serait quand même absurde d'imaginer la chose. Bon, et on voit aussi que Sacco, le jour du deuxième crime, il se trouvait au consulat d'Italie. Oui, absolument, on l'a dit dans le récit. Voilà, donc je veux dire, il y a là quand même beaucoup trop de preuves. Bon, alors on a ensuite cherché à démontrer que lorsqu'il y a eu la guerre froide, que c'était les communistes qui avaient monté la campagne. Ce qui est aussi absolument faux, parce que bon, même les écrivains qui ont écrit pour défendre Sacco et Vanzetti, qui ont été contactés par les communistes, avaient d'abord été contactés par les anarchistes, et donc ils ont écrit pour les deux. Oui. Et certains n'ont même pas écrit pour les communistes. Et puis maintenant, on cherche de nouvelles formes, si vous voulez, pour attaquer ça. C'est-à-dire qu'après l'accusation sur le droit, après la forme sur la balistique, et puis après la forme sur le communisme, on est un petit peu en panne. Mais ce qui est clair, c'est que l'affaire Sacco et Vanzetti a divisé les États-Unis en deux. C'est une affaire vraiment très discriminante de ce point de vue-là. Et on va reparler dans 3 minutes, si vous voulez, après avoir écouté Woody Guthrie, qui chante Two Good Men. Alors, Two Good Men, c'est 2 hommes bons, c'est Sacco et Vanzetti, sur un album, il est sorti dans les années 40, qui s'appelle Ballads of Sacco et Vanzetti. Toutes les chansons sont consacrées à cette histoire. Peu de temps, je voulais savoir quel est votre regard sur la mobilisation internationale autour de cette affaire. Elle est quand même très spectaculaire. Oui, absolument. Non seulement des foules se sont déchaînées et ont manifesté jusque dans les îles Sandwich, mais il y a eu des interventions de personnalités importantes. Même le pape est intervenu. Mussolini aussi, d'une manière un peu hypocrite, en disant, n'est-ce pas, ne créez pas des martyrs parce que ça amènerait du monde. Il y a eu des interventions très importantes et des mouvements très importants dans le Parlement français. En France, par exemple, la grande manifestation qu'il y a eu lorsque la sœur de Vanzetti est arrivée à Paris pour se rendre aux États-Unis voir son frère une dernière fois. La grande manifestation que vous avez mentionnée tout à l'heure, il y avait simultanément, ce qui est absolument unique dans l'histoire de France jusqu'à cette époque, des communistes, des socialistes, des anarchistes et des catholiques. Donc, on voit quand même qu'il y avait des motivations extrêmement différentes, bien entendu, parmi les gens qui protestaient. Les uns, c'était contre l'injustice, d'autres, c'était pour la lutte des classes, d'autres encore étaient plus ou moins manipulés par le Parti communiste, mais ils étaient beaucoup moins nombreux qu'on ne l'a prétendu. Il y avait également, bien entendu aussi, un effort très très important parce que les anarchistes sont un mouvement très international du fait que beaucoup d'entre eux sont obligés de s'exiler à cause de leurs opinions politiques. Et c'est un phénomène qui dure encore aujourd'hui. C'est le cas par exemple de David Graeber. C'est-à-dire David Graeber, qui était professeur à Columbia University, a pris des positions anarchistes. Il n'a pas été renouvelé dans son poste et il est donc parti en Angleterre. Très bien. Merci infiniment, Ronald Crick, pour tous ces éclairages autour de l'affaire Sacco et Vanzetti, qui remonte à un siècle quand même. Et on voit à quel point ça a été retentissant, une affaire retentissante. C'est vrai que tout le monde connaît le nom de Sacco et Vanzetti sans pour autant toujours savoir exactement l'histoire. Et bien c'est réglé aujourd'hui avec l'écoute d'Affaires Sensibles. Je vous rappelle, puisqu'on en parle d'Affaires Sensibles, que tous les jours vous pouvez nous réécouter à 23h sur France Inter. Voilà.
C'était Affaires sensibles donc, aujourd'hui Sacco et Vanzetti, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous également sur la page Affaires sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires sensibles cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Victoire Fort, Adrien Morat, Guillaume Ballandras et Jeanne Mayer, attaché de production Rebecca de Nantes, coordination Christophe Barrère, lecture Philippe Pirard et Aurélien Labrouillère, reportage Anaël Verzo, réalisation Marion Lelay, Cohen Guyenne et Benjamin Riquet, à la technique aujourd'hui Alix Barrois.